Coup de projecteur maintenant sur un feuilleton économique qui concerne le marché du luxe, un bras de fer qui implique le groupe LVMH et la maison Hermès. Seriez-vous capable de me dire ce qui s'est passé le 23 octobre 2010 dans le monde du luxe? Ça ne vous dit rien? Deuxième indice. Si je vous donne l'abréviation d'un outil financier appelé une OPA, ça vous dit toujours rien? Eh bien, les mieux placés pour répondre à cette question, c'est surtout le groupe Hermès. Car en octobre 2010, le groupe LVMH annonce publiquement détenir 17,2% des actions d'Hermès sans que personne ne s'en rende compte grâce à un outil financier appelé une OPA rampante. Mais comment grâce à cet outil, LVMH a-t-il réussi ce coup de maître? Comment Hermès a-t-il survécu à cette offensive? Et surtout, qu'est-ce qu'une stratégie appelée une OPA rampante? C'est une manœuvre à la fois brillante, terrifiante et invisible que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je fais une pause de 5 secondes juste pour te dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car nous offrons à nos futurs potentiels clients des étuis AirPods en cuir. C'est l'occasion jamais de découvrir gratuitement le savoir-faire de notre maison, Le Moisson Paris. Sur ce, bonne vidéo. Nous sommes le 23 octobre 2010. Les employés d'Hermès arrivent au travail, un café à la main, prêts pour une journée ordinaire. Mais à 7h, un communiqué de presse vient bouleverser leur matinée. LVMH annonce détenir 17,2% des actions d'Hermès. Personne ne l'a vu venir, pas même les membres de la famille Hermès. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les médias s'emparent de l'affaire, les analystes financiers débattent sur les chaînes d'information et la question est sur toutes les lèvres, comment LVMH a-t-il pu faire cela sans que personne ne s'en rende compte? Dans les bureaux d'Hermès, c'est la panique totale. La famille fondatrice, connue pour sa discrétion, est sous le choc. L'indépendance de leur maison est menacée et ils ne comprennent pas encore comment cela a pu arriver. Puis, les premières informations émergent. LVMH aurait orchestré une stratégie secrète utilisant des outils complexes pour accumuler discrètement leurs parts. Ce n'est pas seulement une guerre financière qui débute, mais une véritable lutte pour la survie d'un héritage. C'est ici que nous assistons pour la première fois à une stratégie minutieusement élaborée appelée une OPA rampante. Avant de plonger dans cette affaire, il est bien important de redéfinir ce que c'est une OPA. Une OPA, c'est l'abréviation de offre publique d'achat. Lorsqu'une entreprise veut acheter une action d'une société cotée, elle doit, peu importe les raisons, annoncer publiquement son intention d'acheter les actions à un prix souvent supérieur à celui du marché. Et en soi, il existe deux types d'OPA. On a ce qu'on appelle une OPA amicale. Donc c'est lorsqu'une entreprise A va faire une offre à une entreprise B et l'entreprise B est ouverte aux négociations jusqu'à trouver un accord commun. Et on a ce qu'on appelle une OPA hostile, c'est lorsque l'entreprise B a déjà annoncé qu'elle n'était pas intéressée par leur offre, mais que malgré tout, l'entreprise A va essayer de contourner certains actionnaires pour aller voir d'autres actionnaires et leur offrir une offre tellement importante que ces actionnaires vont accepter. Voilà, donc c'est un peu comme si on parlait d'une OPA, on va dire un peu de forcing. Et normalement, pour pouvoir réguler tout ça et pour vérifier une transparence et une certaine équité dans ce processus, on a ce qu'on appelle l'AMF, donc l'autorité des marchés, qui est là vraiment pour surveiller le processus afin que tout se déroule entre les différents échanges entre par exemple l'entreprise A et l'entreprise B. Et surtout, ils sont là aussi pour vérifier une règle qui est très importante pour la suite de l'histoire, c'est que l'entreprise doit normalement annoncer publiquement dès qu'elle détient plus de 5% des parts d'une entreprise. Normalement, quand on rentre dans le capital d'une entreprise cotée, on doit déclarer qu'on rentre à 5%, à 10%, à 15%. Et là, vous allez me dire, mais Jean-Daniel, je ne crois pas, parce que tu viens de nous dire au début que LVMH avait réussi à annoncer du jour au lendemain détenir 17%, donc comment elle a fait pour ne pas annoncer publiquement qu'il détenait déjà 5%, 10% ou même 15%? C'est là où ça devient intéressant, parce que LVMH a trouvé une solution pour contourner ces règles. En vérité, Bernard Arnault avait déjà dans la tête d'acquérir Hermès depuis 2008. Et pour ça, à la place d'acheter des actions directement à Hermès, ils vont utiliser une méthode beaucoup plus discrète et peu connue à l'époque qui s'appelle les equity swaps. Alors qu'est-ce que c'est? Les equity swaps sont un contrat financier dans lequel les deux parties échangent des rendements financiers pour différents actifs comme des actions ou des indices. À titre d'exemple, ce que LVMH avait fait, c'est qu'ils avaient missionné 3 banques. Donc à l'époque, c'était BNP Paribas, Société Générale et Natixis. Et ces banques vont acheter des actions d'Hermès pour le compte de LVMH, mais en conservant leur nom. Et ça a permis comme ça à LVMH de rester discret sans que la concurrence soit au courant que c'est eux qui les avaient missionnés. Et eux, en attendant, pendant 2 ans, ils ont juste payé les frais et profité justement de la valeur des actions. Et en 2010, c'est comme ça qu'ils ont subitement converti les contrats en actions
et qu'ils ont révélé au monde entier qu'ils détenaient 17,2% des parts de chez Hermès. Et à l'époque, c'était vraiment très malin parce que même Hermès ne l'avait pas vu venir, ni l'AMF, dont c'est leur travail, considéré comme une attaque surprise parce que personne n'y s'y attendait. Hermès, pour donner un peu de définition, c'est quand même une maison de maroquinerie très connue et reconnue pour son indépendance, reconnue pour que ce soit une entreprise familiale. Et ils vont utiliser justement cette stratégie pour mettre en place une arme de contre-attaque qu'on va appeler une holding familiale. Ils vont regrouper plus de 50% des parts restant des membres de la famille Hermès. Ils vont le verrouiller dans le capital afin de s'assurer qu'aucune prise de contrôle externe ne pourra faire sans leur accord. Ce qu'ils vont faire Hermès, et c'est là où c'est très malin, c'est qu'ils vont inclure dans les clauses une obligation de vente d'actions en priorité à la famille Hermès. Dans les statuts, il y a l'obligation pour chaque membre qui a apporté ses titres à la nouvelle société de vendre en priorité et sans aucune discussion possible les titres à un autre membre de la famille. Ce sera lui qui aura un droit de regard sur la vente de tous les titres. Il est vrai que cette affaire a fait couler beaucoup d'encre, parce que déjà c'était Hermès contre LVMH, donc c'était un peu l'attaque des titans. Et surtout, cette affaire en fait, a mis en lumière une faille de la réglementation des marchés financiers. Il faut savoir qu'à l'époque, LVMH n'était pas illégal ce qu'il faisait, mais aux yeux du monde, ça avait soulevé des critiques, car la méthode était jugée un peu éthique et un peu trop sournois, poussant même l'AMF à revoir les règles de transparence. Car il est vrai qu'aujourd'hui, en 2025, cette méthode-là ne fonctionne plus, car l'AMF a beaucoup renforcé justement les equity swaps pour justement éviter que ce scénario se répète. On pourrait se demander, mais pourquoi LVMH a pris tant de risques? Pourquoi ils ont utilisé une méthode qu'on pourrait dire agressive? Alors déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'LVMH était quand même concurrent à Hermès. Ils savaient très bien qu'Hermès n'avait rien à gagner d'accepter de vendre ses parts à LVMH. L'OPA sert souvent à déjà renforcer sa position pour LVMH. Typiquement, ils ont déjà utilisé cette méthode, donc cette méthode d'OPA, contre Christian Dior en 84, avec Sephora en 97, avec Fendi en 2001, avec Marc Jacob en 2013 et avec Tiffany & Co en 2021. Et l'idée des OPA, c'est vraiment acheter des entreprises qui nous intéressent pour pouvoir consolider un groupe comme LVMH afin de répartir les risques. Si demain Christian Dior fait moins de chiffre d'affaires, il y aura toujours une autre entreprise comme Sephora par exemple ou Fendi qui eux vont continuer à évoluer. Et comme ça on minimise les risques et c'est comme ça qu'on a un groupe comme LVMH qui est en pleine croissance, même 10 ans ou 15 ans après ces opérations. La deuxième chose très intéressante, LVMH cherchait quand même à accéder à des savoir-faire d'exception. Hermès, c'est quand même une maison de maroquinerie reconnue pour son travail artisanal et ses créations iconiques, comme le Birkin que tout le monde connaît. Et ce savoir-faire allié à la réputation de la marque ça aurait permis à LVMH d'acquérir de nouvelles offres, d'intégrer des nouveaux clients et de faire venir des nouveaux talents, que ce soit techniques ou de développement pour leur marque. Et la dernière chose qui est extrêmement intéressante, c'est aussi le rendement financier. Une OPA permet aussi du coup d'acheter des valeurs et aussi les revendre, si l'idée est vraiment de faire de l'achat-revente à moyen terme ou à court terme. Mais ce que LVMH a réussi à prouver dans le passé avec Christian Dior ou Tiffany, c'est acquérir ces sociétés, élargir son portefeuille d'entreprises et générer justement une forte rentabilité sur des entreprises qui a un gros potentiel. Ces entreprises vont pouvoir avoir des nouvelles sources de revenus et d'améliorer la rentabilité générale du groupe LVMH. Il faut savoir qu'en 2011, Hermès va quand même porter plainte contre LVMH pour délit d'initié et manipulation de cours. LVMH en 2014 a finalement été condamné à verser 8 millions d'euros et s'est retiré de sa volonté d'acquérir Hermès. Mais l'opération de LVMH, financièrement parlant, a été une vraie réussite. Parce qu'entre le moment où LVMH a acheté ses actions et le moment où ils ont revendu ses actions, donc en 2014, l'action a pris 64% de sa valeur depuis le début de leur achat. Et 64%, c'est pas 1 ou 2 millions d'euros de plus-value, mais c'est 2,8 milliards d'euros de plus-value. Donc crois-moi, le prochain séminaire pour LVMH, ce ne sera pas à Châteauroux, je te le garantis. En fait, cette affaire est devenue un vrai cas d'école, car elle peut montrer comment des outils financiers peuvent servir de stratégie d'entreprise avec un peu d'ingéniosité. On peut se poser la question, est-ce que certaines entreprises ne sont pas prêtes à tout pour atteindre leur objectif ? Parce que d'un côté, on a quand même LVMH qui représente le génie stratégique et la puissance financière. Et de l'autre côté, Hermès qui symbolise quand même l'héritage et l'indépendance. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes plus dans l'équipe que LVMH a fait un coup de maître ou plutôt dans l'équipe que LVMH a potentiellement dépassé une certaine ligne éthique, même si elle a respecté en soi
la légalité. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Cette vidéo elle m'a demandé quand même pas mal de travail, pas mal de recherche. Je suis pas non plus un professionnel de la finance, donc s'il y a des personnes qui ont des modifications à apporter, je suis très preneur. J'aime bien justement comprendre et même rentrer dans le détail de certains points qui peuvent être encore plus techniques. Ah d'ailleurs, dernière chose. Comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, il y a effectivement une surprise pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et bien sachez qu'en février 2025, on va sortir une sacoche de luxe qui sera la plus magnifique que vous trouverez sur le marché. C'est une sacoche en cuir, très bien pensée, à un prix qui sera franchement raisonnable, en tout cas dans un premier temps. Et il sera magnifique si vous aimez être apprêté quand vous sortez. Si tu veux en savoir plus, dans la description de la vidéo, il y a un lien, tu me laisses tes coordonnées et je t'enverrai dans ta boîte aux lettres ce qu'on appelle des étuis pour AirPods, donc avec le même cuir qu'on utilise nos sacs, pour vraiment te montrer de quoi on est capable de faire dans notre entreprise. Voilà. Donc sur ce, on se dit ciao et à la prochaine. Bye.